Merci Monsieur le Président, merci beaucoup pour cet accueil extrêmement chaleureux, d'autant plus chaleureux que j'arrive juste de l'avion. J'ai eu le professeur Ange qui est venu m'apporter cette belle tenue malgache qui me permet de m'introduire directement dans votre culture. Je vous adresse les salutations les plus appuyées du président de la SPLF, le professeur de Laval, qui m'a demandé d'être auprès de vous, son interlocuteur pour vous souhaiter d'excellents travaux. Nous rappelons effectivement qu'avec le professeur Pierre Lair, avec Ange, le professeur Ange qui est ici, nous avions fondé il y a maintenant 7 ans l'espace francophone de pneumologie à Nice. Et cet espace francophone de pneumologie permet de regrouper 35 pays qui sont tout à fait maintenant habitués à travailler ensemble. J'en profite pour vous dire que la première triennale va devenir une biennale parce que tout le monde veut travailler plus. Donc la première triennale a été remarquablement organisée à Beyrouth, dans des conditions extrêmement difficiles, mais on a tenu bon par rapport à ce qu'il est convenu d'appeler le terrorisme. Mais pour moi, le terrorisme est un mot, c'est un moyen. Le mal n'est pas là. Le mal, c'est un problème de totalitarisme, un motif religieux qu'il va falloir combattre. Donc, nous avons réussi Beyrouth, et maintenant, les Québécois ont pris le relais, et je peux vous annoncer d'ores et déjà qu'en octobre, le 11, 12, 13 et 14 octobre 2007, la biennale, puisque ça va devenir une biennale de la pneumologie francophone, aura lieu à Beyrouth, après Beyrouth, donc aura lieu à Québec. Monsieur le Président, donc je vais commencer par un sujet effectivement qui m'est cher. Il n'est pas de médecine sans une compréhension de la culture des personnes. Mon maître Paul Fréhour me disait « Chaque personne a la maladie de sa culture et l'exprime comme telle ». J'ai passé 11 ans à Abidjan. Si je n'avais pas en tant qu'intellectuel la connaissance profonde des cultures de chaque ethnie, il m'était impossible de donner soin. Alors médecins, médecines et cultures, de la magie à l'alchimie, je m'arrêterai donc à Paracelse, à l'alchimie. Puis le prochain topo, ça sera toute la chimie, le début de la chimie, et on évoluera vers tout ce qui est génomique. On devrait dire génosomique, génosonomique, mais on en parlera plus tard. Donc c'est une belle réunion commune de la Société de pneumologie de l'océan Indien de SPMAD. Mais si je vous demande qui sommes-nous, médecins? J'ai eu le privilège d'avoir plusieurs professeurs de médecine devant moi. Je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous enseignez? Vous avez appris quoi? Apparemment, dans les hôpitaux, il y a marqué praticien. Est-ce qu'il y a un diplôme de pratique? Et certains de mes amis professeurs de médecine à Nice ont supprimé tout terme de type praticien hospitalier, car qui, au fond, pratique l'hôpital sinon le malade? Il n'y a pas de diplôme de pratique, donc praticien hospitalier existe. Ensuite, il y a le terme de praticien universitaire. Mais qui pratique l'université sinon l'étudiant? Je ne connais pas. Il n'y a pas de diplôme, sauf que c'est celui qui va enseigner, professer, transmettre le savoir, qui va pouvoir donner le savoir et qui va recevoir les étudiants qui pratiquent l'université. Donc existent ces deux mots. Donc revenons au très beau mot de médecin. Médecin, alors il faut que je fasse les deux à la fois parce que voilà. Médecin, c'est un mot qui vient d'une racine très intéressante qui est le mot med, mode, peser. Évaluer le pour et le contre par la pensée. Nous sommes des penseurs. La meilleure preuve, c'est que dans la déclinaison de cette origine des mots, méditer est du même vocable. Et ainsi, l'outil du médecin sera donc sa pensée. Il va remédier par un médicament, évitant l'irrémédiable. Vous voyez que le med est toujours au milieu. Et l'aspect modal, la mode, ça va, ça vient, c'est l'évaluation de la pensée. Quand on va dans d'autres langues, comme le hakim, le sage en arabe, c'est bien ce penseur. Et le hakim, la traduction littérale que l'on pourrait avoir en français, quand je vous parle doctement, c'est que je vous parle sagement. Donc je suis bien un docteur, je suis un sage. Les médecines. On utilisait ce terme avec, vous voyez, les mots évoluent bien sûr, et puis il y a le terme le plus important, c'est dans une langue, c'est toujours les consonnes. Les consonnes forment la structure, et la couleur de la langue, c'est toujours la voyelle. Et donc, c'était médecine, devenu médecine, et il est plus vrai de mettre le D, puisqu'on a vu que c'est med, mode. Sans ce D, il n'y a pas de sens. Eh bien, ce terme, il est utilisé au XIe siècle au sens de médicament. Je prends une médecine, et même au XVIIe siècle, on avalait bien une médecine de cheval. Si je parle de médecine, c'est que je vais traiter un mal. Mais comment est apparue cette notion de mal? Je reprendrai Marcel Sandrail, un ami de mon maître Paul Fréhour, dans l'histoire culturelle de la maladie, dont Paul Fréhour a terminé le dernier chapitre parce que Marcel Sandrail était décédé. Il disait « La vie est par essence un défi provisoire à la mort. La maladie forme la trame de notre continuité charnelle. »
Le mal est né avec nous, dans notre chair, dans notre âme, et l'histoire des hommes restera jusqu'au bout l'histoire du mal. Rappelons-nous combien c'est vrai de la tuberculose. Et on pourrait rajouter qu'avec l'hominisation naît la conscience du mal. On le retrouve dans la Genèse, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. La conscience du mal est liée à l'hominisation. Ainsi, dans cette première phase de la pensée du mal, maladie, on verra comment, est une pensée religieuse, c'est donc le péché originel, on a le pourquoi du problème. Mal, mot et maladie. On est parti de l'adjectif latin, malus. Malus, c'est le mauvais, c'est le funeste, c'est le méchant. Et malé, c'est l'adverbe latin qui va dire autrement qu'il ne faut, mais il va dire fâcheuse. Donc quelque chose qui est dans du registre du funeste. Cette racine est totalement identique dans toutes les langues, que ce soit le mensonge pour parler en lituanien, se tromper, melaim en irlandais, ou même le mékos grec, ou la vestique perse, maïra, qui veut dire la vanité. Donc c'est un ancien terme religieux qui va qualifier le mal. On va passer de mal, mot et à maladie comment? La substantivisation de l'adjectif mal va donner le mot maladie. 980, pour vous donner les idées, c'est Avicenne. C'est la même époque qu'Avicenne. Notion morale opposée au bien. Le diable, dit-on, est bien le malin. On parle du malin. Et au XIe siècle, c'est la fin de la vie d'ailleurs d'Avicenne, notion de maladie qui le supplante, et sauf pour certaines pathologies, on garde ce mot dans la pathologie, puisqu'on dit bien de l'épilepsie, c'est un grand mal, un petit mal et un haut mal. Et du Panari, on dit que c'est un mal blanc. Mais associé, et c'est là le lien avec la médecine, associé avec la thérapeutique, associé à cette notion de maladie, il y a une notion de douleur. La douleur peut être physique, on va avoir mal, on va avoir un mal de pote, ou ça va être une douleur physique, c'est le mal du pays, le mal du siècle, le spleen, comme diraient certains anglo-saxons. On va passer ensuite au terme de maladie, par le terme raccourci de male habitus, en latin qui veut dire être en mauvais état, être malade. Et le dérivé va être maladie, qui va être une altération de la santé physique, et dès le XIIIe siècle, le sens figuré sera là avec trouble, embarras, maladie de l'âme. Deux termes un petit peu dérivés, mais qui ne sont pas totalement associés, vous allez voir pourquoi. C'est la maladerie, devenue maladrerie, c'est l'hôpital pour lépreux, ce n'est pas du tout la même racine. On est dans la racine du ladre, par Lazarus, le lazaret, où on mettait les lépreux. Il est intéressant de voir en clin d'œil sémantique que El Hazar, on connaît bien le terme hasard en français, ça veut dire Dieu a aidé en hébreu. Donc ce n'est pas pour rien s'il y a ce petit clin d'œil au niveau de l'expression d'une maladie. Dieu a aidé, mais dans quel sens? Marcel Sandra, il disait toujours, connaître, c'est d'abord nommer. Quand on ne nomme pas quelque chose, je l'ai dit tout à l'heure au plan géopolitique, on ne sait pas le traiter. Eh bien, si je prends l'OMS, je l'ai dit devant les instances de l'OMS à la dernière réunion de Lisbonne à Garde, l'OMS se permet de dire la santé et l'état du bien-être physique, mental et social. C'est la définition depuis 1948. Mais l'état de bien-être, c'est la définition du bonheur. Donc il y a Maldon. La santé pour tous en l'an 2000, c'était le bonheur pour tous en l'an 2000, mais nous sommes des médecins. Les professionnels de santé luttent contre les maladies. Ils sont informés par les douleurs induites et le bruit du mal. S'il n'y a pas de bruit, si l'organe fonctionne bien, sans aucun bruit, il y a santé, au sens où nous l'entendons. Dès lors, je préfère l'expression de Valéry, la santé c'est le silence des organes, ou de notre maître René Le Riche qui a fondé la chirurgie vasculaire, la santé, c'est encore plus vrai, c'est la vie dans le silence des organes. Si rien ne cause, s'il n'y a pas de bruit, eh bien, je suis en bonne santé. Ça peut être une partie du bonheur, mais c'est beaucoup plus précis. Les représentations culturelles, maintenant, je vais passer un petit peu en Europe. Après, je vais aller vous balader un petit peu en Asie, on y est, en partie, en Inde, et ensuite la médecine chinoise, quelques éléments. Qu'est-ce que le mal? Le mal, on va reprendre moins de 3000, création à peu près de l'écriture, jusqu'à moins de 300, c'est-à-dire juste après Hippocrate. C'est la grande époque de toutes ces grandes cités-États, de Sumer, Babylone, Ur et Lagash. Et dès le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, ce siècle d'Hammurabi avait créé une école de médecine très connue, l'école de Nippur. Elle était dédiée à la déesse Gula, puis c'était la grande déesse qui permettait d'être l'élément, comment dirais-je, explicatif de la médecine et de la maladie. C'est la première fois qu'il y a eu un code juridique inscrit
je ne dirais pas inscrit dans le marbre, vous allez le voir, mais inscrit dans la pierre, le code d'Hammurabi. Le guérisseur était aussi le voyant, c'est le même mot pour Achou. La plante, chameau, était le remède, on remédiait à quelque chose. On est dans la médecine avec des plantes. Mais il fallait donner une explication, nous appelons ça syndrome. L'explication à l'époque, c'était 4, la main 2, la main d'Ishtar, Ishtar la déesse, vous savez, les portes de Babylone, Ishtar, Shamash, etc. Tous ces syndromes étaient reliés à une déesse, et donc j'ai une diarrhée, ça va être, mettons, 4 Ishtar, et donc tous les syndromes seront bien décrits, mais on a la cause, c'est le malade qui a péché, froissé le Dieu, il va falloir se remettre bien avec le Dieu qui a été froissé. Les quid du code Hammurabi, c'est la première fois qu'il y avait un code juridique inscrit. Il était tellement bien inscrit que ces stèles étaient autour des grandes villes, et les gens pouvaient voir quel était le code civil de l'époque. Disons bien, si un médecin a fait une blessure, c'est-à-dire une incision grave sur un notable, avec une lancette de bronze, et qu'il l'a fait mourir, ou bien ouvert la tempe d'un notable, avec une lancette de bronze, etc., on lui coupera la main. C'était pas bon d'être médecin à ce moment-là. Hein. Peut-être qu'ils avaient une assurance en responsabilité civile importante. En tout cas, ils n'avaient plus de main. Et si le médecin fait une blessure à un esclave, il payera en argent la moitié du prix. Vous voyez, chacun a son prix, c'est pas le même prix partout. Les droits de l'homme n'étaient pas encore installés. Hippocrate. Hippocrate, c'est notre grand maître, c'est moins 460 ou moins 5 siècles, la grande époque de Périclès, la grande époque de la Grande Grèce qui nous a donné toute cette idée de démocratie. On va passer du mythe à la science, on va passer à quelque chose d'indépendant de la théurgie, c'est-à-dire l'opération divine, ergein, les chirurgiens le savaient bien, kairos ergein, chirurgien, l'homme, le praticien de la main, pour le coup on peut dire praticien, séparé également de la philosophie. Le corpus hippocratique, c'est déjà le corpus d'une connaissance par une explication, pas encore par des explications de type étude clinique, mais tout de même par un constat du symptôme. Cela étant, le mythe était quand même présent dans ce que Hippocrate avait vendu comme étant sa filiation. Il se reconnaissait une filiation paternelle par Asclépios, à Kos, la fameuse Asclépiade, où Hippocrate a été formé. Comment se fait cette filiation? Son père c'était Apollon, le dieu de la lumière, des arts et de la divination, et sa mère c'était Coronis, une corneille. Coronis, ça veut dire la corneille. Elle était fille de Plégias, peu importe, mais elle est surtout, et c'est là le problème, c'est que alors qu'elle était en relation intime avec Apollon, puisqu'elle lui a donné Asclépios, elle avait un amant arcadien, un humain. Et là, cette infidélité a été trahie par un corbeau blanc qui, dans le mythe, est devenu noir, d'où l'aspect funeste de l'annonce funeste du corbeau noir et le plumage noir. Mais c'était un crime d'honneur. Et Diane et Artémis, c'est le même mot, c'est la sœur d'Apollon, va tuer Coronis et Ischys. Mais Apollon avait son fils qui était dans le ventre de Coronis, de la corneille. Et c'est là qu'Apollon, dans le mythe grec, va extraire l'enfant du corps de Coronis, déjà sur le bûcher funéraire. On pourrait dire que c'était la première césarienne post-mortem. Comment se fait cette filiation ensuite? Le curriculum vitae d'Asclépios, il est éduqué par le centaure Chiron qui lui a appris l'art de la médecine. Et Athéna, la grande déesse Athéna, lui a donné 2 fioles contenant le sang de la fameuse Gorgone, l'une qui permettait de tuer et l'autre de ressusciter les morts. Toujours la dualité de la vie et de la mort. Et que se passe-t-il? Eh bien, le curriculum vitae, le CV d'Asclépios, c'était un peu trop élogieux, puisqu'on peut parler à cette époque de première surconsommation médicale. Hadès va se plaindre de dépeuplement du royaume des morts, et à Zeus d'exercice illégal de divinité, car il ramène trop de mortels à la vie. Et il va s'attirer les forces de Zeus, et donc Asclépios devrait mourir. Mais, remise de peine divine, la grâce divine va ramener, Zeus va ramener à la vie Asclépios, et qui va réaliser la prophétie de la fille de Chiron. Asclépios sera donc le dieu de la médecine, dieu de la médecine par sa naissance anormale. Vous voyez comment Hippocrate s'est relié à finalement cette théurgie. C'est pas fini. Le curriculum ad aeternam, donc pour l'éternité. Asclépios a épousé Épione, ce qui veut dire en grec celle qui guérit. C'est la fille du roi de Kos, là où sont fondées les premières Asclépiades, les facultés de médecine de l'époque. Et regardez comme c'est intéressant. Il a eu 4 filles. Hygiée, qui a donné l'hygiène, Salus en latin, c'est-à-dire la santé, Iasso, la guérisseuse, Achéso, le médicament, et Panacée, la guérison universelle. Tout est inscrit déjà dans la filiation féminine de notre Asclépios d'origine. Il a eu 3 fils, un médecin militaire, en général, le médecin de l'armée de guerre des Grecs à Troie, et également, c'est très intéressant dans ses fils, Téléspore, le génie de la convalescence. Regardez le mot, télé au loin, sporein, porter.
c'est-à-dire celui qui porte au loin, donc c'est la fin de la guérison. On est dans la convalescence. Tout est déjà écrit dans les mots. L'héritage holistique d'Hippocrate, c'est en fait de comprendre la relation d'un homme à son environnement. Il va avoir une typologie d'humeur qui lui est propre, interne, et une typologie extérieure, les fameux 4 éléments décrits par les anciens, l'eau, la terre, l'air, le feu. Et en face, vous voyez les éléments typologiques d'humeur qui vont être en association. Et l'organe qui lui est lié avec le cerveau pour le côté eau lymphatique, et ensuite, vous pouvez le lire tranquillement, et bien sûr la rate, la bile noire, l'astrabile. L'idée grecque, l'idée qui est issue de l'Antiquité, c'est que j'ai un tempérament, et s'il y a anomalie de son tempérament, il y aura intempérie. On l'a gardé pour la climatologie avec la COP 21 par exemple. Et vous voyez ici comment on va comprendre l'homme dans son environnement. On va avoir les éléments qu'on a décrits, le feu, la terre, l'eau, l'air, qui sont associés à des éléments qu'on a vus comme étant la bile, le sang, etc. Et associés aux saisons, été, hiver, automne, printemps. Et donc lorsqu'il y a anomalie de l'équilibre entre le tempérament et le milieu extérieur, il y aura intempérie. Et c'est ce qu'avait écrit après en latin, mais ça vient de Galien, c'est pas Hippocrate qui l'a écrit, la langue noble c'était le grec. Contraria contraris curantur, c'est-à-dire les contraires vont permettre la cure, c'est-à-dire le traitement. Et finalement, la crase, c'est-à-dire l'équilibre, sera une chose, ça sera quand le tempérament, il n'y a pas d'intempérie, les tempéraments sont équilibrés avec l'extérieur, et lorsqu'il y a déséquilibre, il y a dyscrasie. La dyscrasie sanguine, on connaît bien le mot, on l'a dans notre vocabulaire par rapport à une anomalie de la coagulation. L'histoire naturelle des maladies a été très bien décrite par Hippocrate, puisqu'il va y avoir dégénérescence des humeurs, coction c'est la réaction par la fièvre, et ensuite la crise, évacuation de l'humeur et les excès, éventuellement la crise d'asthme également, pour nous. L'héritage didactique. Cette liaison avec l'Antiquité est extrêmement pertinente, parce que regardez, les aphorismes d'Hippocrate, ce que l'on voit à l'horizon, ce qui est délimité par notre horizon intellectuel, apo, horizon, délimité, l'horizon, eh bien, se donne des définitions, ça donne des préceptes moraux qui, jusqu'au XVIIe siècle, étaient réimprimés à Paris et à Amsterdam. Vous voyez que je ne vous parle pas de moins 5 siècles, je vous parle que jusqu'à il y a 4 siècles, c'était le socle de notre médecine. Il faut quand même se rendre compte de la réalité. Et l'héritage éthique d'Hippocrate, c'est le serment, le fameux serment d'Hippocrate, avec, vous voyez ici, un serment écrit à Byzance. Je terminerai sur Hippocrate en rajoutant une origine de son mot. Hippos, le cheval, kratos, le pouvoir, comme démocratie, le pouvoir du peuple. Hippos, Hippocratos, c'est sûrement ce pouvoir qu'il a du fameux centaure, l'homme cheval, Chiron, à travers la formation médicale d'Asclépios, son père. Je passe 4 siècles et je suis au 1er siècle de notre ère actuelle. Galien, Galenus Claudius, qui était un homme de ce qu'on appelle actuellement la Turquie, mais qui était l'Asie mineure. Il était formé à Pergame, qui est également une Asclépiade, c'est un temple d'Asclépios. Il a été formé dans plusieurs Asclépiades, Smyrne, Corinthe, Alexandrie. N'oublions pas que ce grand homme a été médecin des gladiateurs et de l'empereur Marc Aurèle, qui était le fameux empereur, qui était également un grand philosophe. Il avait de nombreux aides, 20 scribes. Il a produit 500 ouvrages. Il n'y avait pas Word pour pouvoir l'écrire. Il fallait quand même des gens pour le faire. Traité de chirurgie, de médecine et de pharmacie. Et c'est surtout au niveau de la pharmacie qui s'est illustré, puisqu'on a, nous, maintenant, gardé... dans quel sens c'est maintenant? Voilà. On a gardé le serment de Galien, qui est le serment des apothicaires, qui était au XVIIe siècle, serment des apothicaires et des craignants Dieu, et maintenant le serment actuel, c'est je jure en présence des maîtres de la faculté, etc. On en a gardé donc ce mot, ainsi que la galénique. On ne peut pas citer le transfert des connaissances du monde antique, grec, latin, sans parler d'Imitsina à Avicenne. Il est né à Boukhara en 980. Boukhara, c'est l'actuel Ouzbékistan. Son corpus, le canon de la médecine, Kitab el-Kanun al-Fi, Tib, ça veut dire soigner en arabe, c'est le livre des lois médicales. Et regardez bien, 1593, réimprimé encore à Rome, en arabe, c'était le corpus de la médecine qui était enseigné. L'intérêt de ce qui s'est passé dans cette grande époque de Babylone, puisqu'après il était relié à Babylone bien évidemment, c'est que tous les corpus antiques, qu'ils soient grecs, qu'ils soient latins, ont été traduits en arabe par les équipes d'Avicenne.
Sans ce relais, il y en a eu d'autres quand même au niveau de Cordoue, on n'aurait pas l'essentiel de ces écrits, ils auraient été un petit peu perdus. Je vais faire un petit saut en Inde, mon cher président Paratian. Ça va te faire plaisir. L'Ayurveda. Si je vous demande à tous qu'est-ce que c'est Ayurveda? Eh bien, Veda, c'est la science, c'est le logos grec, et Ayur, c'est la longévité. Moins 1300, eh bien, c'est une prière au départ, c'est un premier texte, ce sont des incantations, des chants, des charmes magiques, on est dans la magie. Et puis, plus on avance, plus on va consigner la connaissance progressivement par les charakas, c'est-à-dire les sages, les sages, les docteurs, les médecins. Et ce recueil s'est progressivement constitué de moins 175 jusqu'à plus 120 pour faire des shaminitas, c'est-à-dire des recueils, des charakas, c'est-à-dire des sages et médecins. Et bien là aussi, les peuples ont toujours les mêmes idées pour pouvoir transmettre. Il y a eu des aphorismes. Regardez l'aphorisme de Charaka Samhita, c'est un médecin qui ne parvient pas à pénétrer dans le corps d'un patient au moyen de la lampe de la connaissance et de la compréhension ne pourra jamais traiter les maladies. On est passé de la magie à la compréhension réelle des choses. Il devra d'abord étudier tous les facteurs, y compris l'environnement. C'était avant la COP 21, mon cher président. Hein, et là, c'était dit par, on est à un siècle à peu près, qui ont influence sur la maladie du patient, et ensuite, et seulement ensuite, on va prescrire un traitement si on a compris l'ensemble. Il est donc, enfin, dernier aphorisme de Charaka, il est plus important de prévenir l'apparition des maladies que de chercher un remède. Ben, c'est bien la vieille tradition de la tradition de l'Ayurveda, où effectivement on fait plus de prévention que de traitement direct. Et vous voyez, le contenu de ce Charaka Samhita, eh bien, c'est une reprise des siècles, depuis le 1er siècle, et pendant 8 siècles ça a été repris, et c'est une référence qui a donc duré 2000 ans, sans qu'il n'y ait jamais de signature. Le sage ne mettait jamais son nom, et à la fin, c'était un corpus qui appartenait à tout le monde. Aucun des sages qui a écrit n'a laissé son nom. Ce n'est que le dernier qui a, et pour ça qu'on l'appelle le père de la médecine ayurvédique, qui a fait cette consignation de l'ensemble et qui l'a publié. C'était pareil en chirurgie. Avec Shurushta, alors ceux qui parlent les langues hindoues vont me pardonner par rapport à l'accent parce que je ne les possède pas. Bien, le traité de chirurgie de Shurushta, c'est la même chose. On est là au moins 2 siècles et plus 4 siècles, 300 procédures chirurgicales et 120 instruments décrits à ce niveau-là. Et voici le Acharya Shurut, qui est le père de la chirurgie ayurvédique. Aphorisme, le médecin, le patient, le remède et l'infirmier sont les 4 piliers de la médecine sur lequel repose la guérison. Si l'un de ces 3 piliers sont ce qu'ils doivent être, avec l'aide du premier, le médecin, la guérison sera complète. Médecine d'équipe, médecine de la compréhension. Je crois que là, tout est dit. On va faire un petit tour en Chine. La Chine, le yin-yang. Et là, je vous remonte à moins 28 siècles. C'est quand même pas rien. La cosmogonie de l'époque était une connaissance de 2 principes originels, le fameux yin-yang. On part d'un chaos extrême, le chaos initial. Chaos en grec, c'est de la grande béance. Le magma initial, c'est un petit peu l'idée du Big Bang qui est reposée là-dessous. L'empereur Fuji va décrire tout cela et va l'installer. Vous voyez ici la grande roue que vous voyez qu'il tient dans les mains. On va la voir se construire. On a le principe femelle, excusez-moi mesdames, qui est froid, faible. C'est les Chinois qui parlent. Hein. Je me retire un petit peu derrière la Chine. C'est la représentation de la lune pour l'astre. La couleur, ça sera la nuit noire ou le bleu. Et c'est l'idée du nord en matière de l'orientation. Et le principe femelle opposé sera chaud, actif. On est d'accord, messieurs? Avec le soleil comme emblème, avec le blanc comme couleur et le rouge et le sud. Et vous voyez le yin, yang qui vont sans arrêt tourner. Il y a toujours un peu du yin dans du yang. C'est le symbole que vous connaissez tous. Les énergies vont tourner. Elles vont passer de la terre au ciel et du ciel à la terre. Le yang va être un courant descendant venant du ciel. Ce sera le courant artériel représenté comme tel. Et puis le yin, féminin, sera le courant ascendant venant de la terre. Ce sera le courant veineux. Vous voyez, tout est dit. Il y a déjà une idée de cette circulation qui n'a pas encore été décrite par Harvey du XVIIe siècle. Mais c'est déjà dans cette idée de circulation énergétique. Le moyen, on ne savait pas, on avait dit ça. Là, on est il y a 30 siècles, 40 siècles.
Les méridiens yang sont une circulation de la face postérieure et externe, et le méridien yin, circulation antérieure et interne. Donc, les deux se complètent, l'homme, la femme, le yin, le principe féminin, le principe masculin. C'est le subtil équilibre. Alors vous remarquerez quand même, ça c'est une idée typiquement orientale, c'est qu'on n'est pas dans une balance, on est dans un cercle infini d'entropie. Et c'est quand même intéressant qu'il y ait toujours une idée de plus et de moins. Regardez le point noir dans du blanc, le point blanc dans du noir. C'est pas tout à fait la même idée, c'est très philosophiquement différent. Et alors après, à partir de ce 1, et de ce 1 divisé par 2 avec une béance au milieu qui est le principe féminin, le yin et le yang, on va passer à une construction de trigrammes, de 8 trigrammes. Vous voyez, il y a à chaque fois 3 signes, et ces 3 signes vont permettre, à partir de 2 signes, les 2 premiers, 1, 2, 3, 1 pour le yang, 2 pour le yin, ça fait 3, à partir de ces 2 éléments, on va construire un traité canonique des changements. Et c'est cette fameuse roue que vous allez voir. À partir donc de 2 pour le féminin, 1 pour le masculin, trigrammes, on va partir en fabriquer 8 trigrammes. Et on continue. Dans ce système binaire de divination, on a une table de correspondance. On était à 8 trigrammes, 8 x 8 ça nous fait 64, et là toute la médecine chinoise se repose là-dessus. On a 64 hexagrammes qui vont permettre cette construction et cette compréhension de la divination. Comment faire les Chinois? Eh bien, ils vont installer ça dans une grande idée de 5 principes et non plus 4. Vous voyez ici, on a le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. Et après, des relations de génération et des relations de domination. Par rapport à la médecine occidentale, on était à 4 principes. En Chine, on est à 5. Chez les Japonais, ils sont à 4 aussi, mais ce n'est pas tout à fait le même. Et après, il y a des tables de correspondance qui étaient l'élément fondamental pour la compréhension, toujours pareil. Le tempérament du malade et quelles sont les intempéries par rapport à cette table de correspondance. J'ai mis 5 éléments, bois, feu, terre, métal, eau, et en bas je vais avoir les couleurs, l'animal symbole, le mois lunaire, le point cardinal correspondant ainsi que la saison. On va voir également en correspondance, pardon je suis allé, voilà, il manquait je pense, j'étais en retard sur une diapositive. Et voilà ici les correspondances des 5 éléments, avec les 5 éléments que je vous ai décrits tout à l'heure, et ensuite avec les couleurs, animal, symboles, etc. La correspondance complémentaire, c'est la date du calendrier. Il fallait bien que tout soit inscrit, puisqu'il n'y avait pas de description clinique des pathologies. Et puis, on va le décrire par rapport aux planètes, sentiments, et ensuite, et même par la vertu confucéenne. C'est pas fini. Les déséquilibres physiologiques vont être décrits par rapport à toujours ces 5 éléments, et par rapport à quelque chose qui est extérieur, le vent par exemple, ou la chaleur, l'humidité, le froid. Et là on retrouve Hippocrate. Ensuite par rapport à un organe, qu'il soit plein, creux, ou un organe naissance, ou simplement le sens de la parole. Voilà pour un petit raccourci sur cette pensée chinoise. L'alchimie de la thérapeutique. Vous savez qu'on a dit chimique à partir du XVIIIe siècle avec Lavoisier. L'alchimie, c'est un terme qui nous vient de l'arabe, alchimie, la chimie des thérapeutiques. Qu'est-ce qu'on va remarquer? C'est d'abord un temps des simples avec Dioscoride, qui est de la même époque que Galien, beaucoup moins connu, mais c'est lui qui a écrit De Materia Medica, qui a été la Bible, si je peux dire, le Vidal de l'époque, avec tous les herbularius que l'on va trouver dans les abularias, si je mets le pluriel, dans les couvents. Il faut savoir, et vous voyez qu'il y a marqué 500 jusqu'à 1100 en Europe, les moines dans les couvents avaient l'autorisation de soigner. Et après, il y a eu cette période très noire pour les couvents. Les moines n'ont plus l'autorisation de soigner. C'était Dieu qui avait créé la maladie, et donc il fallait laisser faire la nature, c'est-à-dire laisser faire Dieu. Obscurantisme de cette époque-là. Et heureusement, regardez, c'est strictement la même époque. C'est à cette époque-là qu'Avicenne a fait toutes les traductions, et c'est grâce à lui qu'on a récupéré tout ce savoir-faire. Plus, il faut quand même rendre hommage à un évêque du côté de la Grèce et un autre du côté du Cordoue, mais les écrits n'étaient pas connus. Donc on est dans les simples, on va avoir une plante, une simple plante va donner un traitement simple. En Chine c'était pareil, mais ils avaient fait ça depuis fort longtemps, puisqu'on est à moins de 2700. Le grand herbier de Pensao a été créé à ce moment-là, et le traité de base d'acupuncture date de moins de 1600, c'est-à-dire il y a 20 siècles maintenant, plus 20 siècles, ça fait 46 siècles. Drame aussi d'obscurantisme, vous voyez que tous les peuples ont leurs problèmes. En moins 300, l'empereur Tai Wangde fait la Grande Muraille, unifie la Chine, rétraction intra-chinoise avec cette Grande Muraille, et auto-da-fé de toute la culture, sauf la médecine chinoise. Et là, on va avoir une grande régression de la Chine derrière sa muraille, et qui en subit encore quelques conséquences. On terminera l'alchimie avec Paracelse.
C'est Paracelse qui a eu cette idée d'utiliser 4 piliers de la médecine: la philosophie, l'astrologie, l'alchimie et la vertu. Et c'est lui qui a commencé à dire, avec plusieurs plantes, on va faire des extractions, on va faire la 5e essence, la quintessence d'une plante, et c'est efficace qu'une demi-once opère plus que 100 de la même plante en son état naturel. Là, on a commencé à faire des extractions de ce qui était actif dans une plante. On a fait des alcaloïdes. Je vous rappelle que alcali, c'est de l'arabe, qui était une plante qui était finalement la soude, dont on a extrait, qui permettait l'extraction des principes actifs des plantes. Voilà notre ami Paracelse, ça sera la transition pour la suite, mais je laisserai la conclusion quand même à Hippocrate, car je pense qu'il faut être extrêmement humble. La vie est brève, l'art médical est long, l'occasion fugace, comme ce soir, ou ce matin. L'expérience trompeuse et le jugement fort difficile. Merci.